cette introduction générale à Total Materia, nous allons tout d'abord voir, disons, une introduction générale sur la base de données matériaux que je souhaite vous présenter aujourd'hui. On va parler un petit peu plus en détail du défi pour les ingénieurs que représente la recherche de propriétés fiables sur les matériaux et l'exploitation de ces données, les solutions qui sont présentes dans Total Materia à travers 5 cas d'utilisation concrets qui me permettront de balayer un petit peu l'offre de modules. Je ferai une rapide démo dans la base de données pour vous montrer un petit peu comment fonctionnent les différents outils de recherche de la base, avant un résumé et quelques informations pratiques en fin de séance. Mon nom est Jérôme Cailleux, je suis l'une des personnes en charge du marché francophone chez Key2Metals AG, et Key2Metals est la société suisse qui produit et diffuse la base de données matériaux Total Materia dont il est question aujourd'hui. Voici tout d'abord les caractéristiques générales de la base de données Total Materia. Total Materia, c'est la première base de données de ce type historiquement, donc comme base de données sur les propriétés de matériaux en ligne. Ça fait tout juste 20 ans que nous sommes sur ce segment d'activité, mais aussi la première en termes de quantité de matériaux couverts. Plus de 450 000 matériaux sont référencés dans Total Materia. Ce nombre s'explique assez mécaniquement par le nombre très important de normes qui sont dans notre veille permanente. 74 normes font partie de notre portfolio, et une 75e norme est aussi présente, une norme, je dirais, énorme, puisqu'il s'agit de la norme dite propriétaire. Autrement dit, nous couvrons aussi, bien entendu, les matériaux sous appellation commerciale, pour les métaux, cela va de soi, mais aussi et surtout pour les matériaux non métalliques, qui sont, comme vous le savez, beaucoup moins normalisés. Cependant, là où je voudrais attirer votre attention, ce n'est pas seulement sur la quantité d'informations présentes dans la base, mais c'est surtout sur la profondeur de l'information que nous nous efforçons de donner pour chacun des matériaux référencés dans Total Materia. Pour chacun des matériaux, nous allons opérer un sourçage multiple de façon à rassembler une documentation qui va bien au-delà du socle normatif, indispensable mais pas toujours suffisant pour vos applications, et aussi au-delà des fiches techniques des producteurs de matériaux qui sont sous appellation commerciale, et on sait bien que là aussi les propriétés sont parfois relativement lacunaires. Pour ce travail à la fois dans le temps, avec cette exigence de précision et de profondeur de l'information, Total Materia est la seule base de données de ce type qui bénéficie d'une double certification ISO, l'ISO 9001 qui garantit le management de la qualité de ce produit, et l'ISO 27001 qui garantit la sécurité de l'information numérique, puisque l'outil est intégralement en ligne. Voilà comment se présente l'architecture de Total Materia. Une sorte de puzzle coloré, mais vous verrez que les couleurs ont toute leur importance. Au centre de la base se situe le module Total Metals qui est consacré aux propriétés fondamentales des matériaux métalliques. Bien entendu, je détaillerai chacun de ces modules dans le courant de la présentation. Et parallèlement à ce module sur les propriétés fondamentales des métaux, ferreux et non ferreux, nous avons créé PolyPlus qui est, lui, dédié aux propriétés fondamentales des matériaux non métalliques. Les polymères, les céramiques, les composites, etc. À ces deux bases contenant les propriétés fondamentales, nous avons créé des ensembles de données, je dirais, complémentaires, qui viennent aider dans le processus de sélection du matériau, tout d'abord, ou bien dans l'utilisation de ces matériaux en simulation et calcul. Pour aider à la sélection, les deux modules complémentaires qui viennent à l'esprit sont tout d'abord DataPlus. DataPlus va couvrir en quelque sorte le contact des matériaux entre eux. Ce contact peut être un assemblage, peut être aussi des données de tribologie, peut être des dimensions et tolérances, des informations sur les revêtements, sur les lubrifiants à utiliser. Et Enviro va traiter de l'impact de l'environnement sur les propriétés mécaniques en premier lieu, du matériau. Cet environnement peut être un environnement corrosif ou bien radioactif, ou bien tout simplement les effets des intempéries, de la pollution ambiante ou le facteur temps-température sur le matériau. Autre set de données complémentaires, mais là un peu plus spécifique, c'est Extended Range. Celui que vous voyez donc en couleur orange contient toutes les données expérimentales sur les matériaux, ces données qui ne sont jamais dans les normes et qui sont assez rarement dans les fiches techniques des producteurs de matériaux sous appellation commerciale. Dans ce module, on a regroupé les courbes de traction et les courbes de formabilité, les données de fatigue et pour un nombre assez important de matériaux également,
des données de fluage et des données de mécanique de la rupture pour les métaux. Donc ces données sont directement reliées aux propriétés fondamentales et vous allez pouvoir facilement les exploiter en calcul et simulation à l'aide de la fonctionnalité exporteur, qui est aussi un module et qui permet de faire l'export dans un nombre très important de formats logiciels, y compris des exports simples vers Excel et XML. Je vous montrerai là aussi comment ça fonctionne dans le courant de cette présentation. Autre base un petit peu connexe mais intéressante qui est disponible dans Total Materia, fournie d'ailleurs gratuitement dans toutes les formules d'abonnement, c'est l'ensemble nommé Suppliers et qui est une sorte d'annuaire des producteurs et distributeurs de matériaux à travers le monde, directement donc relié aux cartes matériaux. Tracker, pour sa part, est un module qui enregistre toutes les modifications effectuées sur les cartes matériaux. Comme tout outil scientifique, on se doit d'avoir une sorte de backup de tout ce qui a été modifié, à quelle période et les valeurs correspondantes donc dans la base. Tracker va permettre ceci. SmartComp, pour sa part, est un outil un peu spécifique qui permet d'interroger la base Total Metals à partir de la formule chimique du matériau. Là aussi, je détaillerai dans le courant de la présentation. C'est un usage un peu particulier, en fait, qui sert à faire de la rétro-ingénierie. Donc, ce module va être utile pour ce type d'activité bien spécifique. Et autour de tous ces modules, nous avons récemment mis en place un module qui, lui, est consacré non plus aux propriétés techniques des matériaux, mais à leur qualité, je dirais, législative, réglementaire, autrement dit, les liens d'un matériau avec les directives REACH, ROHS, l'identification des risques pour les substances chimiques qui sont contenues dedans, etc. Donc là aussi, les cartes matériaux sont reliées à cet aspect de conformité qui devient aujourd'hui absolument indispensable, même dans des phases très initiales du design. La question qu'on nous pose souvent, et que ce slide va vous présenter un petit peu plus en détail, c'est où prenez-vous toute l'information présente dans la base? En fait, le sourçage de Total Materia est relativement multiple, ça dépend à quel type de données on a affaire. Par exemple, pour les propriétés fondamentales des métaux qui sont dans Total Metals, le gros de la troupe, si j'ose dire ainsi, ce sont quand même des données issues des normes. 80% des données de ce module sont issues de 74 normes, 74 organismes normatifs qui sont dans notre veille permanente. Ceci dit, il reste quand même aussi des données issues de fiches techniques pour les matériaux propriétaires. Je pense notamment aux matériaux pour la fabrication additive qui sont encore relativement peu normalisés, même si ça commence, mais aussi des sources scientifiques, expérimentales, notamment pour les images de microstructures, pour les diagrammes de traitement thermique, qui sont aussi présents dans ce module, finalement pas si fondamental que ça, puisqu'il y a déjà quelques propriétés plus rares que les propriétés habituelles issues des normes. Pour PolyPlus, c'est le miroir inversé. On a affaire quand même principalement à des matériaux qui sont des matériaux non normalisés, même s'il existe quand même 32 organismes normatifs qui produisent régulièrement des normes sur ce type de matériaux, notamment sur les polymères et les céramiques. Nous allons fouiller des milliers et des milliers de catalogues de producteurs de matériaux à travers le monde, éplucher les fiches techniques de ces producteurs et les organiser au sein de ce module qui communique avec les autres modules de la base, comme vous allez pouvoir le voir dans le courant de la présentation, qui communique aussi en premier lieu avec les propriétés avancées contenues dans ce module Extended Range. Ici, on parle de courbes de traction, de données de formabilité, de fatigue, de fluage et de mécanique de la rupture pour les matériaux, et on parle donc quasi exclusivement de propriétés extra-normatives, à l'exception du fluage qui est quelquefois renseigné dans les normes pour les matériaux métalliques. Toutes ces données proviennent de la littérature expérimentale. Plus de 2000 sources sont mises à contribution pour alimenter ce module-là. Sourçage diversifié également pour les deux derniers modules complémentaires, DataPlus et Enviro. En fait, nous avons bien entendu des informations normatives, notamment pour les revêtements et pour les dimensions et tolérances qui sont contenues dans DataPlus. Mais par exemple, les données sur la tribologie, les données sur la corrosion, sur l'impact des radiations sont issues de publications expérimentales, de publications scientifiques,
d'études, de thèses également. Et il y a aussi pas mal d'informations qui sont dites propriétaires, autrement dit issues de fiches techniques de producteurs. Pour les assemblages, par exemple, les producteurs de matériaux d'apport fournissent des informations intéressantes sur les qualités des assemblages soudés, brasés, collés. Les informations sur les lubrifiants sont issues des fiches techniques des producteurs. Il y a assez peu de lubrifiants normalisés, même si ça existe aussi. Et puis les informations sur les impacts des intempéries, le vieillissement au fluide, par exemple, pour les polymères, est issu lui aussi de la littérature propriétaire. Donc, vous allez trouver ça effectivement très riche et peut-être un peu touffu comme ça au premier abord, mais en fait l'idée c'est qu'on doit justifier à tout moment des sources qui sont utilisées, mais vous verrez que dans l'affichage en fait la logique de la navigation n'en est pas du tout affectée puisque toutes les informations sont traitées avec la même rigueur et aussi une continuité, une unité dans la présentation. Parlons un petit peu maintenant de la problématique matériaux de votre côté. Alors, ce serait difficile de vous interroger un par un aujourd'hui pour savoir effectivement qu'est-ce qui vous amène à participer à cette présentation, à regarder comment nous, on voit la problématique matériaux. Mais parlons, disons, des exigences en général de l'ingénierie sur les propriétés de matériaux. Et ces exigences sont généralement bien encadrées, bien claires. Les ingénieurs savent exactement ce dont ils ont besoin comme propriété pour mener à bien leur projet d'ingénierie, quel qu'il soit, à quelque niveau qu'il soit du cycle d'ingénierie. Mais ce qui est beaucoup moins cadré, et là où postule directement Total Materia, ce sont les méthodes utilisées pour satisfaire ces besoins pourtant très récurrents, voire quotidiens, et on sait que les gens passent effectivement du temps à rechercher dans des sources autorisées, comme les normes, comme la littérature interne, comme les ouvrages scientifiques de référence, mais aussi sur des sources moins autorisées, comme Internet, l'ami Google étant devenu un outil de recherche d'ingénierie privilégié, mais pas du tout idéal, comme on va le voir dans le courant de la présentation. Car la recherche dans ces sources multiples, d'abord, est excessivement chronophage, et on sait bien que la recherche sur le net, même si elle paraît facile, même s'il paraît qu'on va trouver des résultats facilement, va nous faire perdre du temps dans l'analyse des dits résultats, parce qu'évidemment, c'est difficile d'avoir vraiment des informations ciblées, professionnelles sur les matériaux. Le problème qui se rencontre aussi, c'est des pertes d'opportunités en termes de design. Très concrètement, je n'ai pas la documentation suffisante pour passer à un autre matériau qui pourrait faire mieux et moins cher, qui pourrait me permettre de répondre plus rapidement aussi à une demande de mon donneur d'ordre, mais donc je vais rester sur mon matériau connu, sur mon process connu, quitte effectivement à perdre une opportunité en termes aussi d'innovation. Les difficultés de communication sur les propriétés des matériaux, sur les appellations des matériaux, d'ailleurs aussi, sont permanentes dans les grandes entreprises multinationales où on a affaire à des normes différentes, donc il y a une nécessité impérieuse de traduire les normes EN en normes nord-américaines ou inversement, et aussi à chaque fois qu'on a affaire à des plans anciens avec des normes obsolescentes, comment trouver des nuances contemporaines qui correspondent à ces normes anciennes. Et quand on parle de matériaux non normalisés, de matériaux propriétaires, là aussi, il est quelquefois difficile de s'y retrouver dans le fouillis de ces appellations commerciales, à quoi est-ce que ça correspond en termes de propriété exacte et en termes de qualité de matériaux. Autre phénomène assez fréquent, les gens passant beaucoup de temps à rechercher de l'information, ils ont tendance à sauvegarder l'information trouvée dans leur ordinateur ou dans leur tiroir sous forme papier, et cette information, si ça se trouve, pourra être utile pour un collègue qui quelques jours après va faire la même recherche et de nouveau perdre du temps. Total Materia est un outil de consultation externe, une sorte de bibliothèque sur les matériaux, mais peut aussi être un véhicule de communication au sein de l'organisation sur voilà, les propriétés des matériaux. Il est très fréquent que des utilisateurs de Total Materia se fassent passer entre eux des copies d'écran et profitent du fait qu'ils puissent accéder à la base pour voilà, comparer leur point de vue en ayant référence à un outil commun. Et problème quand même plus important, on voit une image un petit peu catastrophique, mais sans en arriver jusque-là, d'après une enquête de la NAFEM effectuée à la fin des années 90, alors la NAFEM est un organisme qui rassemble les gens de la simulation, 30% des défaillances constatées sur les produits déjà en phase de prototypage, en fin de chaîne de design, sont dues à un manque de connaissances sur les propriétés des matériaux utilisés, c'est-à-dire non pas l'étape 1 d'ingénierie, c'est l'étape 0 qui n'était pas satisfaisante, c'est-à-dire au départ les données d'input
n'était pas valable pour le projet en question. C'est dire l'importance de la question des matériaux, qui malheureusement d'ailleurs est souvent négligée dans les entreprises, soit qu'on considère que l'expérience est suffisante pour se dispenser quelque part d'un réel outil de connaissance sur le matériau, soit que tout simplement on ne souhaite pas investir dans ce qui paraît être une dépense inutile, alors que le temps passé par les gens à rechercher des informations sur Internet, c'est aussi du temps de travail, et pour les entreprises, c'est une perte d'argent d'avoir un ingénieur qui va passer 4-5 heures à rechercher des propriétés sur le net. Et le facteur temps, d'ailleurs, on a voulu l'illustrer d'une manière très simple. On a demandé à un de nos collègues, qui est un spécialiste de la recherche du sourçage d'informations, puisque c'est quelqu'un du service technique de Total Materia, de rechercher sur Google la gamme de propriétés, je dirais basiques, qui sont couvertes dans la base pour un acier très courant qui est le 1.4301 en EN. Le collègue a mis Yes une fois qu'il a trouvé une propriété correspondante, sans tenir compte du fait que 21 conditions différentes pouvaient s'appliquer à ce 1.4301 en EN. Et même dans ces conditions-là, il y a certaines propriétés qu'il n'a pas pu trouver, comme les propriétés à basse température, les données d'usinabilité, les courbes de haute déformation et les données de fatigue, qui sont pourtant très importantes pour beaucoup d'applications, et il a passé quasiment 1 heure à cette recherche qui, dans Total Materia, lui prendrait une trentaine de secondes. Et l'autre facteur important, que j'ai souligné tout à l'heure, mais voici un exemple tout à fait concret, c'est le facteur risque. Autrement dit, comment trouver des informations qui soient de qualité et qui soient suffisamment précises pour le projet d'ingénierie que je veux mener à bien. Eh bien, dans cet exemple, on voit une recherche donc effectuée sur un site très sérieux par ailleurs d'ingénierie, mais qui donne des valeurs génériques. Des valeurs génériques de limite d'élasticité pour les alliages d'aluminium, pour les aciers inoxydables et pour les aciers carbone. On voit ici des gammes de valeurs, des plages de valeurs, qui sont en quelque sorte des valeurs refuges et qui sont excessivement restrictive, comme vous le comprenez d'emblée. Quand on regarde dans la vie réelle, je dirais, des matériaux, on voit bien sûr que les alliages d'aluminium peuvent aller bien plus bas, mais aussi sensiblement plus haut en termes de limite d'élasticité, en fonction bien sûr de différents paramètres qui vous sont détaillés ici. C'est la même chose, et en plus large encore, pour les aciers inoxydables, c'est la même chose pour les aciers carbone, et comme on le voit dans ce dernier exemple, en fonction du traitement thermique, une même matière, c'est-à-dire une même désignation sous une même norme, dans une même forme de livraison, mais avec un traitement thermique différent, va pouvoir donner des limites d'élasticité complètement différentes, ici dans un ratio de presque 4/1, mais on a des différences aussi beaucoup plus importantes qui sont documentées dans la base. Donc l'importance de cette variabilité de l'information en fonction de la nuance en question, en fonction des différentes conditions, va être tout à fait déterminante pour votre projet. Et justement, Total Materia, c'est un outil, je dirais, privilégié pour éviter ces pièges et périls de l'information et prendre en compte complètement la variabilité d'une matière en fonction de ses conditions spécifiques. Comme vous le savez, en tout cas on parle de matière normalisée ici, il y a cette articulation entre les références de normes d'un côté et les nuances de matériaux de l'autre, donc les désignations de matériaux. Les normes définissent plusieurs matériaux en général, et les matériaux bien sûr peuvent être définis par plusieurs normes. Et cette combinaison référence de normes plus nuances de matériaux va nous donner effectivement des conditions de livraison spécifiques. On voit ici la DIN verte nous donne la condition de livraison laminée à froid, et la DIN rouge nous donne les conditions normalisées d'un côté et trempées et revenues de l'autre pour un groupe de matériaux dont le CK45. Et qu'est-ce qui se passe en fonction de ces conditions spécifiques? Les propriétés mécaniques vont être directement affectées, sans même parler des propriétés de corrosion et de certaines propriétés physiques bien sûr, et on ne parle bien sûr que des propriétés mécaniques à température ambiante. Lorsqu'on ajoute à tout cela le facteur température, eh bien on est effectivement dans le risque. Alors, éviter le risque, c'est
un des premiers mottos, je dirais, de Total Materia depuis qu'on a mis en place la base en 1999. On essaye d'apporter effectivement des solutions à ces problématiques, donner le support documentaire le plus vaste possible pour répondre à un certain nombre de cas d'utilisation qu'on a résumés ici. Vous allez vous reconnaître dans certains d'entre eux. Et bien sûr, il y a d'autres cas, peut-être qu'on n'imagine même pas à l'heure actuelle, mais qui pourraient se présenter. En tout cas, le cas d'utilisation le plus fréquent, c'est, disons, cette recherche de propriétés d'un matériau connu en général, donc de propriétés mécaniques et physiques, d'équivalents internationaux ou d'équivalents contemporains à des normes anciennes, et aussi d'avoir un outil qui, mine de rien, fait quand même le suivi des mises à jour de normes, puisque la veille normative est un réel métier, et on sait bien qu'elle est généralement relativement lacunaire dans les entreprises, quelle que soit leur taille. Pour répondre à ces problématiques-là, nous avons mis en place Total Metals, PolyPlus, DataPlus et Enviro comme base complémentaire. C'est l'occasion pour moi de vous détailler un petit peu plus le contenu de chacun de ces modules. Total Metals, donc le cœur, je dirais, historique de la base, notre plus ancien module, est consacré aux propriétés fondamentales des matériaux métalliques, alliages ferreux et non ferreux, avec un nombre très important de normes couvertes, comme vous voyez ici. Et même si le contenu de ce module est principalement issu des normes, il y a quand même pas mal de documentation complémentaire qui est mise à disposition des utilisateurs. Notamment, bon, la première chose, ce sont les références croisées des matériaux. Comme vous le savez, souvent, les métaux sous normes européennes sont lacunaires en termes de propriétés physiques. C'est pour ça qu'on a pris cet exemple ici. Et il est d'usage d'aller chercher dans les matériaux correspondants nord-américains qui sont mieux renseignés en termes de conductivité thermique, en termes même de modules d'élasticité que nos matières européennes. Donc, avoir un outil qui va donner les correspondances pour compléter le champ des propriétés là où il est lacunaire dans nos normes. Mais aussi un outil qui va nous permettre d'accéder à des données de type microstructure, donc de métallographie, à des données de traitement thermique, le traitement thermique étant seulement décrit textuellement dans les normes. On va essayer de donner à chaque fois que c'est possible des diagrammes TTC, CCT, etc. Et dans tous les cas, réunir ceci dans une source facilement accessible. Alors, ça fait déjà pour ce module un sacré paquet d'informations, si je puis dire ainsi, et pour vous permettre très simplement déjà de vous y retrouver, des outils pragmatiques de recherche, simples, de recherche avancée, de recherche par liste de normes existent, et aussi des outils de comparaison des matériaux qui sont, je dirais, très facile à utiliser à beaucoup d'endroits de la base. Comme cet outil de vue comparée, vous allez pouvoir mettre côte à côte un résumé de jusqu'à 4 cartes matériaux différentes, métaux ou non métaux. D'ailleurs, vous pouvez utiliser de la même manière pour les matériaux non métalliques, et vous pouvez d'ailleurs comparer des métaux avec des non métaux pour certaines applications. Et typiquement, par exemple, pour les métaux, vous pourrez comparer les compositions chimiques, les propriétés mécaniques, les propriétés physiques, et un aperçu des courbes de traction si celles-ci sont disponibles pour le matériau en question. PolyPlus, comme je vous le disais, donc c'est le miroir inversé de Total Metals. Vous allez trouver ici des informations sur un nombre très important de polymères, céramiques, composites, fibres, ciment, mousse, honeycombs et bois d'ingénierie. Le tout présenté avec la même logique d'affichage que les matériaux métalliques. Donc il est très simple de passer d'un métal à un polymère, par exemple. C'est la même logique. On va pouvoir suivre le signet de droite pour accéder aux différents faisceaux d'informations. Et c'est un sacré challenge puisque le sourçage de ces informations, pour nous, est lui complètement différent. On a affaire à des milliers et des milliers de fiches techniques, notamment qui sont très différentes dans leur forme de présentation, dans leurs unités de mesure, etc. Et on essaye de garder toujours la même logique d'affichage, de faire converger les informations et aussi de relier directement, comme d'ailleurs c'est le cas pour les métaux, les propriétés fondamentales avec des propriétés complémentaires ou avancées, comme on le voit ici pour ce polycarbonate de Bayer. Donc les propriétés de base sont directement reliées aux courbes de traction, par exemple, mais aussi aux données de fatigue, de corrosion ou d'assemblage, comme on pourrait les trouver dans DataPlus. Justement, DataPlus, outre l'assemblage, comporte aussi un set de données sur les lubrifiants et refroidisseurs, sur les dimensions et tolérances, sur la tribologie et sur les revêtements, normalisés et non normalisés, qu'on peut appliquer aux matériaux. Là aussi, chacun de ces sous-modules donc dispose de son propre moteur de recherche,
recherche. Il est possible d'aller faire des recherches directement sur les assemblages si on le souhaite, ou bien sur les informations de tribologie, et relié bien entendu à toutes les cartes matériaux. Donc par exemple, encore pour l'assemblage, on peut rentrer par le matériau de base, par le matériau d'apport, et voir toutes les connexions possibles, le type d'assemblage à pratiquer, etc. Tout ça, je vous le détaillerai aussi dans le courant de la présentation. Enviro fonctionne de manière assez parallèle à DataPlus. Lui aussi comporte plusieurs sets de données. L'un qui est consacré aux corrosions des matériaux métalliques, mais aussi des polymères. Un autre qui est consacré aux résistances aux intempéries, principalement des matériaux non métalliques. Un autre qui est consacré au vieillissement, que ce soit aux UV, aux fluides, aux facteurs temps-température. Donc là, en fonction du type de vieillissement, à différents types de matériaux. Et un dernier consacré aux impacts des radiations sur les propriétés, notamment sur les propriétés mécaniques des matériaux. Donc pour chacun de ces sous-modules, là aussi, une technologie d'affichage spécifique et une technologie de recherche, elle aussi relativement perfectionnée, comme pour la corrosion. Donc si la corrosion est un des éléments importants dans votre projet, vous pouvez tout à fait commencer la sélection de votre matériau ou la vérification en partant de ce moteur de recherche spécifique. Tracker, comme je vous le disais, enregistre toutes les modifications effectuées dans Total Materia au fil du temps. En fait, un abonné, pour une période d'1 an, bénéficie de 12 mises à jour gratuites de Total Materia, puisque la mise à jour est mensuelle, et surtout bénéficie de notre dynamique de veille très importante. Dans un délai de 3 mois, par exemple, à partir de leur publication, nous allons traiter toutes les propriétés de matériaux issus des normes principales. Et pour nous, les normes principales sont les normes européennes et toutes les normes nationales affiliées, les normes nord-américaines, les normes chinoises, japonaises, russes. Et dans un délai de 6 mois pour les normes qui sont moins prioritaires, mais aussi importantes. Ce sont par exemple les normes sud-américaines, brésiliennes par exemple, ou bien indiennes, ou indonésiennes, ou australiennes, qui sont aussi traitées dans la base, mais bien sûr, on doit prioriser quelque part l'insertion de ces données, qui est un travail de petite fourmi. S'agissant des matériaux non normalisés, on fait une veille périodique aussi sur les catalogues de producteurs, et l'amplitude de cette veille dépend de la taille du producteur, dépend des nouveautés qui sont annoncées. Certains producteurs nous communiquent directement leurs nouveautés, donc ça va plus vite, et on a de toute façon un plan de mise à jour. Ce qui fait que en fait, la mise à jour de Total Materia relève effectivement d'un challenge très, très important, mais qui nous distingue depuis le départ, depuis qu'on a lancé l'outil en ligne. Aucun autre outil existant n'a une telle dynamique dans ce domaine-là. Deuxième cas d'utilisation de Total Materia, et là ça s'adresse plutôt à des gens qui s'intéressent aux matériaux métalliques, donc je m'excuse auprès des autres, mais je vais quand même devoir aborder ce sujet. C'est un cas bien spécifique où on a besoin d'identifier le matériau métallique à partir de sa formule chimique pour des activités de rétro-ingénierie, de benchmarking, etc. Et pour ceci, il faut quelque chose qui va pouvoir fonctionner de pair avec le spectromètre, d'où est issue la formule chimique, et qui va pouvoir aller interroger Total Metals, je dirais, de manière intelligente. Et en gros, SmartComp est une sorte de métallurgiste surdoué qui connaît 350 000 alliages métalliques sur le bout des doigts et qui est capable de reconnaître à partir d'une formule chimique donnée, quelle que soit d'ailleurs la base de l'alliage, ça peut être une base fer, mais aussi une base cuivre, aluminium, etc., quelle que soit la base de l'alliage, donc reconnaître dans la base à quel matériau potentiellement on pourrait avoir affaire. Et ce qui est très intéressant ici aussi, c'est que SmartComp fonctionne en synergie avec la recherche avancée, et donc après une première phase d'identification par la formule chimique, je vous montrerai, je vous ferai une petite démo rapide, on peut faire suivre les résultats de la recherche et rajouter des critères physiques, chimiques, etc., pour identifier plus précisément le matériau, car souvent, il y a beaucoup de réponses qui peuvent correspondre à la formule chimique saisie. Troisième cas d'utilisation, lui aussi un peu spécifique, mais je dirais quand même plus généraliste que le cas précédent, c'est le cas où on a besoin, outre des propriétés fondamentales des matériaux qui sont généralement dans les normes, on a besoin de données qui ne sont pas dans les normes. Et ces données, ce sont des données avancées, non linéaires, ce sont des courbes de traction, ce sont des données de fatigue, de fluage, donc il y a une difficulté à trouver bien sûr ces données qui sont dans des sources expérimentales très diverses,
diverses, très éparpillées, et aussi une technologie quand même pour pouvoir les utiliser facilement dans les logiciels pour faire l'export de ces données vers les logiciels de calcul, de process, etc. Pour répondre à ces problématiques-là, nous avons créé donc Extended Range, le réservoir de données non linéaires de Total Materia, si je puis dire ainsi, et Exporter, le pont vers les logiciels. Dans Extended Range, vous allez trouver un nombre très important de courbes de traction, comme je vous le disais. Donc, vous voyez ici le nombre de matériaux, un peu plus de 10 000 matériaux avec des données directes, mais un nombre démultiplié de courbes. Ça veut dire que dans beaucoup de cas, on va essayer d'illustrer là aussi la variabilité du matériau en fonction des différentes conditions de livraison. La courbe ne va pas être la même en fonction du traitement thermique, de la forme de livraison du matériau, bien entendu, mais aussi ne va pas être la même en fonction du type de tests pratiqués, notamment en fatigue. Donc la variabilité de ces éléments-là est aussi pris en compte par Total Materia, et même si on a déjà des données non linéaires pour un matériau, on va toujours en rajouter de nouvelles si on trouve de nouvelles conditions, de nouveaux détails pour, là encore, donner l'image la plus large possible du matériau. On voit qu'il y a aussi une technologie d'affichage spécifique, moderne, avec la possibilité de suivre ces courbes avec le curseur, de calculer par exemple aussi une courbe à extrapoler à la température souhaitée, donc dans la gamme prévue ici pour les courbes de traction. Ces données donc sont, comme je vous le disais, directement exportables vers les logiciels et surtout, s'agissant donc du sourçage, vous avez bien entendu, toujours accès aux sources qui sont citées soigneusement en bas de page. C'est-à-dire que même si on a affaire à des matériaux normalisés, on sait bien que ces propriétés n'étant pas dans les normes, il faut indiquer à l'utilisateur où est-ce qu'on a pris les informations pour vérification si nécessaire. Donc comme je vous le disais, le réservoir de données est celui-là. Soit dit en passant, Extended Range n'étant qu'un module de Total Materia, est aussi à lui seul la collection de données non linéaires la plus vaste au monde. Donc c'est déjà vraiment un ensemble très solide. Donc outre ce réservoir, bien sûr, nous avons mis en place le pont qui s'appelle Exporter. Vous sélectionnez ses propriétés avancées, mais aussi bien sûr les propriétés fondamentales des matériaux, et vous allez choisir un ou plusieurs formats d'export pour ensuite, en quelques clics, télécharger sur la machine un zip qui va contenir ces fichiers au format du logiciel. Bien sûr, comme je vous le disais tout à l'heure, l'export est possible aussi vers Excel ou vers XML, qui sont des formats d'échange relativement courants pour les formats logiciels qui ne seraient pas couverts, mais aussi pour d'autres applications que celles de calcul ou de simulation. Quatrième cas d'utilisation, c'est le cas où on est confronté à des nuances un petit peu exotiques, un petit peu, je dirais, inhabituelles, ou bien des nuances des désignations obsolescentes. C'est le cas typique où on a besoin de trouver des références croisées, des équivalences à ce matériau pour pouvoir d'abord mieux comprendre et aussi utiliser des matériaux alternatifs, ce qui s'avère nécessaire dans beaucoup de cas, ou bien ne serait-ce que pour vérifier si ce que nous propose notre fournisseur en termes d'alternatives tient la route ou pas. Et donc pour ça, les équivalences de matériaux de Total Materia vont vous être très utiles. Compte tenu du nombre très important de normes répertoriées dans la base, Total Materia est l'outil de référence croisée le plus vaste existant actuellement sur le marché, qui prend en compte les principes des équivalences édictés par les organismes de normalisation, ce qu'on appelle les SDO, qui prennent donc des équivalences groupe de matériaux par groupe de matériaux. Par exemple, un groupe d'acier inoxydable résistant en chaleur et en corrosion pour des appareils sous pression sous norme EN, la 10088 par exemple ou une autre, va être correspondant avec un groupe semblable en norme ASME. Et il est d'usage pour les matériaux EN d'aller prendre une partie des données dans la norme ASME qui peut être mieux renseignée, notamment en température, en contraintes admissibles, etc. Donc ça, c'est tout à fait habituel. Ce que prennent en compte les références croisées normatives, ce sont principalement les correspondances chimiques, la similarité chimique des matériaux, et aussi, outre l'application, les propriétés mécaniques. Total Materia applique ce principe-là, mais l'étend à l'intégralité des matériaux répertoriés dans la base, et ça fait qu'en fait, on va pouvoir rapprocher des correspondances qui sont
ignorés par les normes, qu'on ait affaire à des matériaux propriétaires ou simplement des matériaux obsolescents, etc., ou d'autres normes, ça arrive aussi, et créer différentes rubriques de correspondance de façon à ce que l'utilisateur puisse trouver une alternative possible. Et cette alternative n'est pas toujours une alternative officielle. Quelquefois, on trouve dans d'autres sources, comme les handbooks, les ouvrages scientifiques, ou bien on trouve simplement par un calcul de la base, comme c'est ce qu'on appelle la catégorie implicite, des alternatives qui feront mieux le travail que les alternatives officielles. La raison, c'est que pour trouver une bonne alternative, il faut prendre en compte la forme de livraison, certains paramètres de traitement thermique en vue de l'application, etc. Donc au final, beaucoup de paramètres que vous allez d'ailleurs vous-même évaluer. Nous ne donnons pas de prescription en termes de correspondance croisée, c'est vous qui devez faire la comparaison, évaluer la qualité d'une correspondance ou bien rejeter au contraire un candidat possible. Pour ceci, vous avez donc accès immédiatement aux outils de comparaison. On a vu la vue côte à côte tout à l'heure, donc vous vous souvenez les 4 matériaux côte à côte, mais il existe aussi un mode analytique que je vais vous montrer après, donc c'est une représentation graphique des valeurs des matériaux, et aussi la possibilité de faire suivre ces résultats de recherche, comme d'ailleurs à chaque fois que vous avez une liste de résultats, vers la recherche avancée, donc pour ajouter d'autres critères plus précis, comme par exemple une forme de livraison, une description de l'application, etc., ou d'autres modules de la base qui peuvent être les assemblages, les corrosions, les courbes de traction, les données de fatigue, que sais-je. Les résultats d'une recherche sont toujours exploitables pour une recherche, je dirais, de deuxième étape en fonction de l'application que vous souhaitez pour ces données. Justement, donc, la vue comparée de tout à l'heure se double, comme je vous le disais, d'une vue analytique. Donc, on place maintenant jusqu'à 2 propriétés différentes de matériaux sur une représentation graphique. On voit ici, par exemple, la résilience versus limite d'élasticité pour un certain nombre d'alliages métalliques. On peut visualiser jusqu'à 100 matériaux différents sur le graphe, à la différence des 4 seulement qu'on peut mettre côte à côte. Ceci dit, bon, si vous mettez les propriétés de 100 matériaux, ça risque d'être un petit peu petit à visualiser, mais ça peut être intéressant pour comparer une propriété de 100 matériaux différents. Imaginez par exemple, vous voulez évaluer sur 100 matériaux à la fois lesquels se distinguent en termes de résistance en traction, donc vous allez voir tout de suite les variations du RM en fonction des matériaux. Vous allez pouvoir fixer une limite inférieure et supérieure, déterminer des températures de travail pour voir si certains matériaux ont ce type de propriété et ensuite affiner votre choix, éventuellement faisant suivre là encore le résultat de recherche vers la recherche avancée. On a parlé tout à l'heure des références croisées et c'est vrai que probablement les gens qui aujourd'hui s'intéressent davantage aux matériaux non métalliques se sont sentis un petit peu frustrés. Effectivement, les références croisées sont typiquement plutôt pour des matériaux normalisés, ce qui exclut pas mal de matériaux non métalliques, mais on s'est dit qu'on pouvait aussi peut-être vous permettre de rechercher des équivalents dans la base sans forcément passer par ce principe des références croisées. Et c'est pour ça qu'on a créé de la même manière la recherche d'équivalents qui vous permet de déterminer à partir de quelle valeur, à partir de quelle propriété de départ vous pouvez choisir, trouver des équivalents dans la base. Et cette idée est très très intéressante pour les matériaux sous appellation commerciale parce que du coup, si on part d'un PA66 de Dupont ayant telle résistance en traction, tel pourcentage d'absorption d'eau, tel module d'élasticité, on va pouvoir identifier des matériaux dans la même classe, donc de PA66, mais d'autres producteurs à travers le monde qui feraient la même chose en termes de propriété. Donc il pourrait être tout à fait utile pour mon application et ça fait voilà, une petite veille quand même aussi sur ce que fait la concurrence quand on a l'habitude de travailler avec tel ou tel producteur. Enfin, pour les activités de design conceptuel, je dirais, nous avons créé un outil de recherche qui s'appelle Material Discovery. Material Discovery, c'est plutôt lorsque vous partez d'une page blanche, vous voulez voir quelles sont les propriétés de telle ou telle famille de matériaux, donc comme pour la vue analytique, pour 2 propriétés différentes. Vous allez afficher des grandes familles de matériaux et puis avoir la possibilité ensuite de détailler par sous-famille, par sous-sous-famille, etc. Ces représentations générales sont directement reliées au contenu de la base. À la différence d'autres outils qui présentent des représentations généralistes comme ça par famille de matériaux, les données qui sont ici présentes ne sont pas des estimations, ce sont les valeurs
maximale et minimale et maximale, donc de matériaux existants dans la base, de matériaux réels, et à partir de ces représentations généralistes, par le jeu des poupées russes, vous allez pouvoir revenir à un petit nombre ou un candidat unique ayant spécifiquement les caractéristiques que vous recherchez. Donc c'est très pratique pour certaines applications de partir comme ça sur des représentations, mais c'est aussi très important de dire qu'on va pouvoir aller au niveau de détail pour continuer ensuite l'utilisation du dit matériau. Cinquième et dernier cas d'utilisation, avant de vous faire une petite démo dans la base, c'est un cas qui est devenu tout à fait stratégique depuis, je dirais, un an et demi, où les réglementations sur les matériaux sévissent. Alors, comme vous le savez, donc, on doit prendre en compte à des stades très initiaux du design la possibilité de mettre telle ou telle matière sur le marché. Il peut y avoir de gros problèmes et des coûts très importants liés au fait d'ignorer ces législatives, ces réglementations et ces directives internationales. Et donc, nous avons sourcé de manière très détaillée, nous continuons à le faire dans ce module qui est tout nouveau, les fiches de sécurité pour les matériaux non métalliques notamment, et aussi toutes les informations qui concernent les substances qui rentrent par exemple dans la composition d'un alliage métallique. Donc il y a des tas de liens sur les pages matériaux, notamment dans les compositions chimiques, vers des entrées de compliance qui traitent effectivement de notions importantes comme la qualité allergène d'un élément, ses pictogrammes de transport et bien sûr l'application souhaitée, donc ça peut être contact alimentaire, transport de l'eau ou d'autres éléments essentiels pour un matériau non métallique par exemple. Donc beaucoup de choses ici. Le module est encore, je dirais, à un stade de lancement, hein, ça fait juste quelques semaines quelques mois qu'il est en ligne. Ceci dit, beaucoup d'utilisateurs de Total Materia voient déjà un intérêt, effectivement, parce que ça épargne des heures et des heures d'épluchage de législation et de fiches techniques. Au final, donc, l'ambition de Total Materia, à travers ces différents sets de données, c'est de servir différentes étapes, comme je vous le disais tout à l'heure, du projet d'ingénierie, que ça soit l'avant-projet, que ça soit une partie plus avancée déjà dans la simulation, la sélection des matériaux et l'approvisionnement, et puis une fois que les installations sont en place, les activités de maintenance, de contrôle, bien sûr, peuvent aussi bénéficier de l'accès à la base. Ça fait que le profil des utilisateurs de Total Materia est lui aussi très diversifié. Ça va de la recherche fondamentale d'ailleurs à la R&D, en passant bien sûr par la simulation, le calcul, les méthodes, les services achats et les activités d'inspection qui sont aussi bien représentées parmi nos utilisateurs. Comme vous le verrez à la fin de la présentation, je vous montrerai quelques exemples d'entreprises abonnées à Total Materia. Et donc, quels sont les, je dirais, les points forts sur lesquels je voudrais attirer votre attention avant de passer à la démo. D'abord, ce travail sur l'exactitude et la fiabilité des données, qui est notre caractéristique depuis 20 ans. On a ici une équipe de gens qui sont qualifiés pour la saisie des données, pour la vérification des sources, etc. Donc, il y a tout un process très cadré qui est mis en place justement pour ça. Aussi, donner toujours un lien vers la source qui a été utilisée, ça fait aussi partie, bien sûr, de l'exigence scientifique de l'outil Total Materia. Les nouvelles possibilités de conception qui sont données par ces outils de comparaison, de sélection multicritère des matériaux sont aussi non négligeables. L'idée, c'est d'ouvrir l'horizon sur des matériaux qui ne seraient pas connus et bien sûr de donner une documentation solide sur les matériaux connus, ce qu'on n'a pas toujours sous la main. Éviter des erreurs de saisie, notamment pour les activités de calcul en fournissant un outil qui va permettre le transfert direct des données vers les logiciels de calcul et simulation. Et une plateforme unique qui va servir plusieurs corps de métier, qui va faciliter la communication autour des matériaux dans l'entreprise, donc qui va aider quelque part à traiter cette problématique matériaux de manière, je dirais, plus rationnelle. Et au final, bien sûr, un énorme gain de temps. L'utilisateur de Total Materia, on a fait des statistiques, passe en moyenne 12 minutes et demie dans la base par session. Alors,
il y a des utilisateurs qui passent des heures et des heures à faire des recherches très avancées, et puis il y a des utilisateurs qui, en quelques minutes, voire même moins d'une minute dans certains cas, ont trouvé tout de suite ce dont ils avaient besoin et se déconnectent de Total Materia. Donc un réel gain de temps, aidé par le fait que l'outil est facilement accessible en ligne, qu'il est aussi accessible via des applications Android et iOS. Donc dans certaines applications, c'est bien pratique de l'avoir sur son portable, par exemple, lorsqu'on est en inspection sur le terrain. Donc voilà, on travaille vraiment sur ces paramètres-là et c'est ce qui fait, je dirais, notre force. Alors voilà, c'est une petite partie démo. J'espère que tout le monde entend bien. On avait signalé des soucis de connexion, des soucis de son, mais apparemment, de mon côté, tout a l'air de fonctionner correctement. Donc j'espère que vous nous entendez bien. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions en utilisant la fonction chat. C'est vrai qu'il n'est pas possible d'intervenir oralement compte tenu du nombre très important de participants présents aujourd'hui à la séance, mais vous avez cette fonction de chat à votre disposition, donc n'hésitez pas, usez-en et abusez-en, si j'ose dire ainsi, et je me ferai un plaisir de vous répondre, soit en prenant en compte dans ma démonstration, soit en répondant par la suite. Alors, lorsque vous vous connecterez à Total Materia, vous arriverez par défaut sur ce qu'on appelle la page d'accueil, autrement dit la page de recherche rapide dans la base. C'est la façon la plus, je dirais, habituelle de rechercher dans Total Materia, celle qu'utilisent le plus les utilisateurs, typiquement quand ils disposent de la désignation d'un matériau, que ce soit d'ailleurs un matériau métallique ou non métallique. Il existe d'autres modes de recherche qui sont à privilégier, je dirais, dans les cas spécifiques, notamment où on n'a pas la désignation d'un matériau. La recherche avancée peut rendre bien des services et il est utile d'y jeter un petit coup d'œil. Un premier mode de recherche que je voudrais vous montrer avant de passer par la recherche rapide, c'est notamment la recherche par liste de normes. Comme je vous l'ai dit, les matériaux normalisés sont quand même le socle de la base, notamment lorsqu'on parle de matériaux métalliques, et donc il est possible de rechercher aussi par les références de normes tous les matériaux qui seraient couverts par exemple par la 10088 que j'ai mentionné tout à l'heure, donc qui concerne les appareils, les aciers inoxydables, donc pour appareils sous pression, notamment, entre autres choses, d'ailleurs on voit différentes parties, donc voilà ce qu'on va pouvoir trouver en saisissant ceci, la référence de la norme avec ses différentes parties, la dernière version en vigueur, et dans cette norme, les matériaux qui sont couverts vont être dans la colonne M. Si on a des dimensions et tolérances, on va pouvoir les trouver dans la colonne D. On va pouvoir trouver dans la colonne C des revêtements qui seraient éventuellement couverts par la norme. Et la colonne R va nous donner des normes connexes, autrement dit, des normes qui sont citées dans la norme matériaux, mais qui d'ailleurs ne contiennent pas forcément, elles, de données matériaux. On a ici des normes qui sont des normes de classification et de nomenclature, et on voit qu'il n'y a pas d'entrée dans la base, mais on a quand même cité ceci pour information à l'utilisateur. Donc ça peut être utile d'y jeter un petit coup d'œil. Et on accède ici donc aux matériaux qui sont couverts. Alors pour les personnes qui sont intéressées dans le cas présent à des matériaux métalliques, vous savez qu'il existe notamment pour les matériaux européens un double système de désignation. La désignation alphanumérique, ce qu'on appelle le Werkstoffnummer en allemand, et la désignation symbolique qui est, c'est vrai, plus courante en France. Donc ce sont deux façons d'appeler le même matériau qui se complètent. On peut rechercher par l'un ou par l'autre dans Total Materia. Très rapidement, Material Discovery, le principe est excessivement simple, donc vous avez vu mon slide, l'idée c'est qu'on va mettre sur une représentation graphique, par exemple les densités versus les modules d'élasticité pour les groupes de matériaux qu'on va pouvoir sélectionner ci-dessous, donc on va dire les alliages ferreux, voilà, les polymères, les composites et les fibres, et on va représenter comme ceci pour ensuite éventuellement affiner bien sûr toutes ces choses-là. Vous voyez que les valeurs qui sont données ici sont les valeurs extrêmes pour chacun des groupes représentés au-dessus, qui sont de matériaux existants comme je vous le disais, et à partir de ces résultats-là, on va pouvoir faire suivre
suivre donc les groupes intéressants vers la recherche avancée pour affiner encore le détail de la recherche. On peut utiliser aussi ces principes-là pour représenter des limites inférieures, supérieures, et aussi choisir des températures de travail pour ces différentes représentations. Donc ça, c'est un outil, encore une fois, utile lorsqu'on part d'une page blanche. Autre outil utile lorsqu'on part d'une recherche sans avoir le type de matériaux. Ici, le cas fréquent que je rencontre, c'est que mes utilisateurs saisissent dans la recherche rapide POM pour trouver des pommes, hein, donc des matériaux polymères de cette famille-là. Ça va pas donner de résultats très probants. Alors on va trouver bien sûr des résultats, mais toutes les désignations qui contiennent POM, du coup, vont sortir et ça va être un petit peu problématique, un petit peu troublant. Alors qu'on peut faire une recherche, bien sûr, ciblée en choisissant donc le groupe de matériaux polymères, le type polyéther, et choisir spécifiquement les pommes qui sont couvertes dans la base, couverts dans la base, pardon, et afficher donc très simplement la liste des 702 matériaux qui répondent à cette famille pour ensuite facilement les faire suivre vers d'autres éléments de la base, donc voir par exemple lesquels d'entre eux disposeraient de courbes de traction, de données de fluage, que sais-je, de données de corrosion, et éventuellement la possibilité d'affiner encore la recherche en ajoutant par exemple un élément textuel de description du matériau ou bien d'autres critères physiques comme l'absorption d'eau ou d'autres critères. Voilà. Donc il est possible par la suite d'affiner ces recherches et puis on peut bien sûr directement accéder aux cartes matériaux, ce que je vais faire immédiatement ici en passant par cette recherche-là. Puisque je suis sur la carte matériaux, autant vous présenter les différentes rubriques qui sont ici proposées. Alors là, on est dans la page qui contient les sous-groupes, autrement dit les normes qui vont définir les matériaux. Exemple simple à comprendre ici, puisqu'on n'a qu'une seule norme, autrement dit cette norme propriétaire. Il n'y a pas d'autres fabricants qui proposent cette nuance-là, c'est une nuance commerciale de Quadrant, et on va pouvoir accéder à différentes propriétés qui sont donc effectivement issues de la source propriétaire. Et quand je vous disais qu'il est intéressant quelquefois d'utiliser une description, un mot-clé pour faire la recherche multicritère, c'est parce qu'il existe toujours un descriptif de l'application éventuelle du matériau. On voit ici d'ailleurs que le fabricant nous a signalé qu'il était compliant, autrement dit conforme à FDA, et on va pouvoir d'ailleurs affiner encore plus cette recherche donc en conformité. Quelqu'un me posait la question à l'instant, en allant éventuellement voir ce qui est sous le module compliance. C'est là qu'on va pouvoir voir effectivement les différentes classes de ce matériau et filtrer en fonction de différentes législations. On voit ici américaine, on voit ici internationale. Voilà, on peut choisir aussi bien sûr par pays. Par exemple, on va voir s'il y a quelque chose en Union européenne et on voit qu'effectivement on a des informations donc selon cette directive-là et cette directive ROS. Voilà très rapidement ce qu'on peut trouver dans Compliance. Revenons aux propriétés mécaniques. Les propriétés mécaniques sont présentées en fonction de leur température, c'est la même chose d'ailleurs pour les métaux. Ceci dit, on voit qu'ici, il y a seulement des propriétés à température ambiante. Les propriétés physiques sont davantage détaillées sur les matériaux non métalliques. Ça dépend bien sûr aussi du type de matériau, mais on voit toujours plus de détails que sur les métaux. Et ce que je dois vous signaler en passant, c'est que comme on a affaire à une source, comme je vous le disais, propriétaire, le sourçage va être indiqué en bas de page. Lorsque la source est disponible en ligne, on va vous indiquer toujours le site internet où on a pris l'information et aussi la date à laquelle on a la dernière fois mise à jour, visité la fiche technique du producteur. Il peut arriver effectivement qu'il y ait des changements à travers le temps, lesquels seraient enregistrés dans ce petit tracker qu'on voit ici, mais je pense que le tracker en question concerne uniquement l'ajout d'informations. Je ne pense pas que le producteur Quadrant ait ajouté beaucoup d'informations depuis. Mais on va voir ça, et on voit effectivement qu'on a ajouté des valeurs, d'efforts plexiformes externes, donc effort de flexion sur ce matériau en novembre 2017.
Voilà. Je passe rapidement sur les autres propriétés présentes pour ce matériau. Je ne l'ai pas choisi à dessein, c'était tout à fait le hasard de ma recherche. Et je vois quand même qu'il y a des courbes de traction que je peux vous montrer. Donc très rapidement, vous voyez, des courbes sont dynamiques. Elles sont-elles issues d'une source scientifique, donc pas directement de la source propriétaire, mais il s'agit de sources pour la famille de matériaux en question. Ça donne une idée, mais c'est pas forcément directement utilisable en simulation telle quelle. Il faut être aussi attentif à ceci. D'une manière générale, d'ailleurs, les informations qui sont dans Extended Range sont données, je dirais, pour aider à la sélection du matériau, ces données avancées. Seulement dans certains cas où les conditions vraiment spécifiques qui sont données sur la base correspondent à votre application, vous allez pouvoir utiliser ces données les yeux fermés. Dans la plupart des cas, il va quand même falloir faire tester les matériaux, mais bon, le fait que les tests sont extrêmement coûteux rendent intéressant d'avoir une documentation la plus complète possible avant de se lancer dans ce process. Autre chose très importante, et j'en profite pendant que je suis sur ce matériau non métallique, c'est que ici, comme vous le voyez, nous n'avons aucune référence croisée disponible pour ce matériau, mais on va pouvoir rechercher des équivalents en partant des critères du matériau de départ. En choisissant composition chimique, je vais rester dans des POM et je vais vous afficher donc tous les autres POM de la base, c'est-à-dire, vous vous souvenez, il y en avait 702, cette fois-ci, il y en a donc 701. Maintenant, je vais rechercher dans les POM ceux qui auraient une gamme de résistance en traction similaire. Et j'ai déjà réduit bien sûr le nombre de résultats, et je vais ajouter encore un critère comme l'absorption d'eau, qui peut être un critère important pour ce type de matériau, et je devrais logiquement réduire encore le nombre de résultats. Maintenant, j'ai un niveau de sensibilité moyen, c'est-à-dire un débord possible de 10% plus ou moins par rapport aux valeurs annoncées. Je vais aller vers sensibilité haute, et j'ai réduit très sensiblement le nombre de résultats, mais par contre j'ai des matériaux qui sont effectivement des pommes, qui ont une résistance en traction à température ambiante de plus ou moins 1% par rapport à 70 mégapascales, et qui ont un taux d'absorption d'eau comparable à celui aussi, à ceux annoncés pour le matériau de départ. Donc on a affaire vraiment à des matériaux qui sont très semblables. Et maintenant, on va pouvoir bien sûr constater quelque chose d'intéressant, c'est qu'on partait d'un matériau de quadrant, mais dans les résultats, on a des matériaux de, par exemple, du pont ou autre. Donc tout un tas de possibilités sont offertes d'un seul coup avec cette recherche d'équivalent. Maintenant, recherche rapide. Comme je vous le disais, c'est le mode de recherche le plus fréquent dans la base. J'ai la désignation de mon matériau et je vais la saisir ici. La base, quand elle le reconnaît, va me suggérer un certain nombre de résultats possibles, plus ou moins approchants. La recherche rapide autorise des variations dans la saisie, donc c'est pas grave si vous mettez un espace, un trait d'union à la place du point, etc. Va essayer de vous rapporter pas mal de résultats. D'ailleurs, si on choisit comme ça, on va voir le nombre de résultats importants, parce que justement, la base vous met bien sûr en tête de liste ce qui correspond le plus à votre saisie, mais il y aura aussi tous les résultats approchants qui vont être proposés, et en l'occurrence, donc tous les résultats dans d'autres normes. Si on veut éviter ceci et qu'on est sûr de son coût en termes de saisie, on va pouvoir choisir directement dans la liste déroulante en dessous, la norme souhaitée pour consulter le matériau en question. Alors je reviens à ce 1.4301 dont je parlais tout à l'heure dans mon slide. Voilà la variabilité de ce matériau, ce sont notamment les 21 sous-groupes, autrement dit les 21 normes qui viennent définir cet acier relativement courant. Bon, on me dit fréquemment, oui, mais moi j'ai besoin seulement des normes qui concernent les tubes, comment je vais pouvoir faire à partir de là? Eh bien, qui peut le plus, peut le moins, je dirais, et il est très simple à ce stade d'utiliser le contrôle F de son navigateur et de saisir tube pour voir tout de suite à quel sous-groupe on a affaire. Malheureusement, la complexité de l'information présente ne rend pas possible, je dirais, la création d'outils de recherche qui deviendraient des usines à gaz en définitive si on mettait tout ce niveau de détail. Donc, quelquefois, le bon vieux outil de recherche du navigateur va nous apporter un coup de main intéressant. Alors, on est au même stade, donc le sous-groupe tout à l'heure où il y avait un seul
sous-groupes, vous vous souvenez, pour ce matériau non métallique. Donc chacun des sous-groupes est une norme. Chaque norme définit en général des propriétés mécaniques qui sont spécifiques à la forme de livraison. Vous voyez que le nombre de propriétés va varier d'un groupe à l'autre. Les propriétés physiques, elles, vont être répétées, ainsi que les propriétés de métallographie et d'usinabilité. Le traitement thermique, lui aussi, dépend un petit peu de la norme. Et ce qui fait le point commun entre aussi tous ces sous-groupes, c'est la composition chimique qui définit de manière intrinsèque, en définitive, pourquoi le matériau s'appelle 1.4301 ou plutôt X5CRNI 1018, donc 1810, pardon, donc c'est un 1810 relativement classique. On va trouver ici la composition chimique de ce matériau, que je vais d'ailleurs mettre à l'export en utilisant la petite flèche bleue. On voit que là aussi il y a un lien vers les des différentes classes de dangerosité des nuances, des éléments de la composition chimique qui sont donnés. Donc notamment là j'ai cliqué sur le nickel et je vois le pictogramme qui s'applique au nickel, ces différentes classes de dangerosité. Donc pour certaines applications par exemple, ne pas mettre de nickel pour tel ou tel plaquage parce qu'il est en contact avec la peau par exemple. Donc voilà déjà des choses, et les numéros CAS de chacun des éléments qui sont aussi répertoriés ici. Les propriétés mécaniques sont elles aussi issues des normes. On les voit ici donc dans différentes conditions qu'on peut bien sûr sélectionner, et on peut aussi les afficher toutes sur une seule page, comme je le fais ici, en sélectionnant encore une fois les propriétés pour une simulation ou un calcul dans les logiciels qui s'affichent ici. On voit que le nombre de logiciels qui s'affichent varie en fonction de la propriété, ça dépend de ce que font les logiciels en question. Donc on est toujours dans l'information issue ici de la norme là et des différentes conditions de dimension notamment qui sont données par la norme et qui influent directement sur les qualités mécaniques de la matière. On trouve aussi bien sûr des propriétés à haute température et que je vais également afficher toutes sur une seule page. Lorsqu'on a affaire à une plage de température, comme c'est le cas ici par exemple, on va avoir une vue tableau et une vue diagramme qui est proposée, sachant que les diagrammes aussi sont comparables entre eux, au même titre que les cartes matériaux, comme on a vu tout à l'heure dans la vue comparée, que je vais vous montrer aussi rapidement par la suite. Les propriétés physiques des matériaux sont elles aussi détaillées en plusieurs onglets, qui différencie en fait les sources utilisées pour renseigner le matériau. Donc on a d'abord un onglet officiel, c'est-à-dire les sources normatives pour ces propriétés physiques. Petite note en passant, le module d'élasticité est donné comme propriété physique dans Total Materia, bien que certains le considèrent comme une propriété mécanique. Et on va avoir ici la même chose, des propriétés en plus ou moins haute température ou basse température, qui peuvent être utiles dans beaucoup de simulations. C'est la raison pour laquelle je vais continuer à faire mon export au fur et à mesure que je vous montre ces différentes pages. Pour l'instant, je sélectionne uniquement des propriétés, je dirais fondamentales, autrement dit des propriétés statiques du matériau, mais je continuerai bien sûr mon export en passant un moment sur les courbes, bien sûr, de traction. Alors, d'autres propriétés fondamentales sont disponibles. L'usinabilité du matériau qui est issu de sources propriétaires en général, donc par rapport à un matériau de référence de la même famille. Les informations de traitement thermique qui sont issues de la norme. Pour cet exemple-là, on a juste le descriptif issu de la norme, mais pour beaucoup d'exemples, vous allez pouvoir trouver des diagrammes de traitement thermique, et les informations de métallographie qui sont elles aussi proposées en général dans plusieurs conditions et qui sont issues exclusivement de la littérature scientifique et expérimentale. Comme on le voit ici, on a le sourçage toujours bien indiqué en bas de page. Voilà, j'ai fait le tour des propriétés fondamentales et je vais continuer cette visite avant de passer aux propriétés, je dirais, avancées, sur un principe très intéressant de Total Materia. On a parlé tout à l'heure de la recherche d'équivalent. Là, on est sur un métal normalisé et on va pouvoir utiliser à fond les ressources du tableau de référence croisée qui, vous le voyez, est copieusement rempli. Tout d'abord, je vais me rendre dans l'onglet officiel pour voir les matériaux pour lesquels les normes édictent déjà des correspondances, et on voit qu'il y a pas mal de choses très différentes. Alors, bien sûr, je vais utiliser l'outil de comparaison, comme ceci, et par exemple, aller jeter un coup d'œil. Alors, je peux pré-comparer déjà ce matériau chinois en utilisant la double flèche ici. Je vais pouvoir mettre côte à côte les deux compositions chimiques. Alors, attention, ici, par exemple, j'ai du plat, donc je vais voir à trouver de l'autre côté aussi du plat, donc peut-être pressure vessels, peut-être
voilà, trouver la bonne condition donc qui va correspondre à ça, sachant que si j'ai pas exactement la même condition, la comparaison du coup risque de tomber à l'eau, puisque les propriétés d'un tube ne sont pas comparables, sauf sur le plan chimique, aux propriétés d'un plat. Quoi qu'il en soit, les propriétés mécaniques pourront être affichées côte à côte, ainsi que les propriétés physiques, et lorsqu'elles sont présentes, comme je vous le disais, les courbes de traction. Alors ce matériau-là, il est bien, mais c'est pas tout à fait ce qu'il me faut, donc je vais sélectionner plutôt celui-là et l'ajouter à la vue comparée. Le voici qui s'affiche en dessous. Donc ça, c'est un matériau officiellement, c'est-à-dire défini comme correspondant par la norme. Maintenant, on a des matériaux qui sont à 100% identiques par la composition chimique. Ça peut être des matériaux sous appellation commerciale, comme on voit ici, donc qui sont en gros identiques au niveau chimique. Des propriétés de comparaison par d'autres sources, donc les handbooks, un certain nombre d'ouvrages peuvent nous donner des indications que nous allons bien volontiers prendre en compte. Et dans ces autres sources, par exemple, je vais filtrer par norme, puisqu'on m'a parlé d'une norme japonaise, et je vais sélectionner ce matériau-là pour l'ajouter à ma comparaison. In fine, je pourrais visualiser jusqu'à 4 matériaux différents. Dans la catégorie implicite, c'est-à-dire des matériaux calculés comme équivalents par la base Total Materia, je vais aller sélectionner un matériau ASTM américain et de la même manière l'ajouter à la comparaison pour à la fin, au final, juger par moi-même de la qualité de cette correspondance en ayant tous les éléments nécessaires sous les yeux. Autrement dit, bon, part de plat ici, là on a du plat, donc c'est bon, ça peut être intéressant, on voit les compositions chimiques. Ici, on a de la barre d'acier, on va essayer de mettre aussi du plat en regard pour trouver, vérifier la qualité de cette correspondance. Et dans la norme américaine que j'ai in fine, je vois qu'on a affaire à des raccords, à des brides, donc malheureusement, même si la composition chimique est proche de mon matériau de départ, les propriétés mécaniques que je vais trouver ici ne pourront pas réellement se comparer, et je peux exclure tout de suite ce matériau-là, le retirer de ma vue comparée, comme ceci. Donc c'est un outil, je dirais, très pragmatique, très pratique d'utilisation, même pour des gens qui ne sont pas des spécialistes des matériaux, comme souvent au service achat, ou voilà, des gens qui sont confrontés à des problématiques de besoins de comparaison très simples, pas trop compliqués. Ça va pouvoir apporter un plus réel. Et puis ceci, si c'est intéressant pour vous de le garder, vous allez pouvoir l'imprimer, le sortir en PDF. Nous recommandons plutôt le PDF plutôt que l'impression papier, mais enfin garder une trace de cette comparaison qui va servir, je dirais, de base dans votre communication avec un fournisseur, avec différentes services de l'entreprise. Voilà, donc ça c'est une façon de comparer le matériau, et je reviens sur la partie matériaux. Quelqu'un me posait une question de savoir si nous avons effectivement des propriétés d'aimant, autrement dit des propriétés magnétiques des matériaux dans Total Materia. Vous avez peut-être aperçu rapidement dans la vue comparée que celle-ci était mentionnée pour notre matériau de départ. Elles sont disponibles pour certains matériaux dans les propriétés physiques, onglet autres sources, puisque ce sont des sources exclusivement extra-normatives, en bas de page, et dans certains cas, on a aussi des courbes de démagnétisation. C'est relativement lacunaire pour le moment, parce que nous avons commencé relativement il y a peu longtemps à sourcer ce type de données, mais vous voyez par exemple déjà 10 sources différentes qui sont mises à contribution pour ce matériau-là. Donc ça veut dire qu'on continue cette démarche aussi de travail sur ce type de données spécifiques, et aussi bien sûr des matériaux aimants qui sont couverts dans la base de la même manière que les autres, et avec des détails particuliers bien sûr sur leurs propriétés magnétiques. Sans aller jusque-là, je continue la visite de notre matériau 1.4301 favori, et je vais partir maintenant sur les propriétés d'assemblage du matériau. Donc mon idée, c'est que je veux assembler du 1.4301. Je peux d'abord vouloir éventuellement le souder. Donc je vais pouvoir choisir ici le matériau d'apport souhaité, et en fonction du matériau d'apport, je vais avoir le type d'électrode, la méthode de soudage, la position, le gaz éventuellement de protection, et au regard de tout cela, les propriétés du joint soudé, à savoir ses propriétés mécaniques et ses propriétés chimiques. Ceci est utile
pas forcément pour les soudeurs qui connaissent d'une manière générale bien ce type de problématique-là, d'instinct, même si un peu de documentation dans certains cas peut être utile, mais surtout pour les bureaux d'études qui veulent évaluer la possibilité de souder tel ou tel matériau en utilisant telle ou telle matière, et puis aussi éventuellement la possibilité d'assembler des matériaux hétérogènes. Sachez qu'il existe aussi bien sûr la possibilité d'assembler par adhésion de ces matériaux métalliques, et de la même manière de regarder pour les matériaux non métalliques, les résines qui peuvent être appliquées pour tel ou tel assemblage. Je vous parlais tout à l'heure d'Enviro, donc de la partie corrosion, et de ce moteur de recherche tout à fait nouveau et performant que nous avons mis en place récemment. L'idée ici, et là ça va prendre un petit peu de temps à charger, c'est normal, c'est parmi toutes les entrées de corrosion disponibles pour ce matériau, il y en a plus de 8000 comme vous le voyez, de trier donc par rapport à une application spécifique. Alors pour simplifier à l'extrême, bien sûr on peut choisir toutes sortes de possibilités. Le taux de corrosion peut être une des entrées, ça peut être aussi la méthode d'essai utilisée, donc la corrosion au salt spray qui est très fréquente dans beaucoup d'applications notamment automobiles, et on peut tout simplement vouloir vérifier pour un milieu corrosif donné quelle est l'attaque du matériau en question. Alors je choisis la bière pour vous faire sourire un peu bien sûr, mais aussi ça fait du sens puisque cet inox est utilisé pour faire des cuves en brasserie, donc pourquoi pas, ça peut faire du sens, et ça peut être intéressant de voir effectivement comment il va se comporter avec ce milieu corrosif spécifique. Il y a beaucoup de gens parmi vous aussi qui ont des applications de corrosion à l'eau courante toute simple, donc il est important de pouvoir documenter cette information. Et on voit ici donc les différentes conditions proposées, le taux de corrosion correspondant, et comme dans 99% des cas, les corrosions qui sont données pour un type d'alliage auquel se rattache la matière en question. Il est très très rare d'avoir des données directes de corrosion pour une matière déterminée, sauf pour certaines matières dites propriétaires, car l'analyse en corrosion se fait plutôt de manière générale par famille de matériaux, comme vous le voyez ici. Là aussi, un nombre très important de sources différentes sont mises à contribution, et la source qui concerne spécifiquement ce que vous êtes en train de visualiser, c'est-à-dire cette condition-là, va être indiquée toujours en haut de page. Alors quelqu'un me pose la question d'une corrosion au jus de raisin. Dans certains cas, effectivement, il peut y avoir des jus de fruits, toutes sortes de milieux corrosifs. C'est vrai qu'on me demande plutôt habituellement, mais alors les acides industriels, les choses comme ça. Mais bien sûr que pour l'agroalimentaire, ces différents milieux corrosifs, entre guillemets, que nous absorbons tous les jours, sont aussi importants pour évaluer la qualité de la matière. Alors, ce que j'ai laissé pour la fin, ce sont les données non linéaires, donc d'extended range, et une double visée dans ce module, à la fois la visualisation facile des données, comme je vous le disais, toutes les courbes de Total Materials sont dynamiques, on peut facilement les consulter comme ça. On peut aussi faire calculer au système une température personnalisée, donc dans la gamme de températures prévues. Donc ici, comme j'ai entre 20 et 500, je peux calculer 60 degrés sans problème, et je vais pouvoir faire l'export de ces données vers le logiciel de calcul en cliquant, donc là en saisissant 60, je vais faire l'export de la courbe à 60 degrés vers tous les formats de logiciels que vous voyez ici, donc plus besoin de ressaisir tous ces points de courbe qui s'affichent ici, bien entendu. Même chose pour les données de fatigue qui vont pouvoir être exploitées très simplement donc vers par exemple ANSYS qui requiert ce type de données-là. Donc en quelques clics, j'ai transféré tous mes points de courbe et je vais pouvoir en faire l'utilisation. Les données de fluage, rapidement, sont aussi disponibles. On voit ici donc les données sous forme de tableau et aussi le paramètre de l'arsenminaire qui peut être facilement calculé, comme on le voit ici. Une dernière chose que je voulais vous montrer, et c'est aussi quelque part l'occasion d'utiliser la recherche avancée de Total Materia, c'est ce module spécifique SmartComp qui vous permet, alors à partir du fichier Excel d'output du spectromètre, de faire directement l'import de la formule chimique. Là, je fais une saisie manuelle pour vous montrer que bon, c'est pas si fastidieux que ça, mais c'est vrai que lorsqu'on en a beaucoup, ça peut être un petit peu compliqué. Je garde FE comme base de l'alliage puisque c'est un acier. Je vais saisir les éléments. Vous voyez au fur et à mesure de ma saisie qu'il s'agit d'un acier donc inoxydable
Donc chrome et nickel, bien sûr, ont un rôle important dans cet alliage, et il y a aussi un petit peu d'azote que je vais ajouter ici. Partant de cette formule chimique, je lance ma recherche. Donc SmartComp va aller interroger Total Metals à partir de cette formule chimique, et vous voyez que la formule est relativement courante, puisque plus de 2000 matériaux correspondent à ceci, dont un nombre très important de matériaux avec 1, c'est-à-dire 100% de correspondance. La raison c'est simple, c'est que évidemment il y a des trous dans la raquette, les normes ne donnant pas forcément de valeur minimale, ou dans certains cas maximale. On a souvent soit max, et il est assez rare qu'on ait des fourchettes détaillées comme ceci. Ceci dit, SmartComp n'est pas un outil bête et méchant de recherche, il restitue, je dirais, une limite inférieure lorsqu'elle manque pour rester dans le groupe d'alliage, mais là, le fait qu'on ait beaucoup de réponses s'explique simplement par le fait qu'on a un 18-10 relativement habituel, donc c'est l'alliage de vos couverts dans la cuisine. Donc, je vais relever le seuil de similarité à 90 pour voir si je vais réduire de ce fait le nombre de résultats. Je vois que ça marche pas, j'ai toujours beaucoup de résultats. Alors de cette étape-là, je peux soit, si j'ai un profil plutôt labo, passer en mode expert et manipuler la formule chimique pour exclure tel ou tel élément, donner plus ou moins d'importance à tel élément d'alliage, etc. Ou bien simplement, même à partir du mode standard, et je dirais ça c'est tout un chacun peut le faire, faire suivre les résultats de cette première recherche vers la recherche avancée, où je vais à ce moment-là spécifier un certain nombre d'autres propriétés que je connais par rapport à cette matière que je cherche à reconnaître. C'est d'abord une estimation de sa résistance en traction, donc qui doit être logiquement au moins 800 mégapascales, sa limite d'élasticité qui devrait être au moins 600 mégapascales. Donc là, je vais réduire le nombre de résultats de manière assez importante. Voilà, je vous montre un petit peu la technique de l'entonnoir en définitive pour réduire le nombre de résultats à 561 matières sur plus de 2000. Dans ces matières, j'ai beaucoup de matières exotiques, donc on voit ici indiennes, chinoises, propriétaires, alors que je sais que cette pièce a été fabriquée en France. Je peux tout de suite aussi réduire en spécifiant la norme française AFNOR. Et donc, parmi ces 500 matériaux et quelques, je vais identifier 9 nuances qui sont sous AFNOR et qui ont toutes les caractéristiques précédemment édictées, à savoir les caractéristiques chimiques, les caractéristiques mécaniques, et voici donc qui s'affichent les résultats. Ce que je sais de plus par rapport à cette matière, c'est qu'elle est issue d'une structure d'avion. Alors, je peux utiliser la recherche textuelle avec un mot-clé. Je vais mettre par exemple aéro, et on va voir s'il y a quelque chose qui va sortir spécifiquement avec ce mot-clé. Où se situe le mot-clé en question? Eh bien, il se situe dans la description de la norme. Et c'est très intéressant parce qu'on voit justement, bon, on le savait déjà par l'intitulé de la désignation, qui est typiquement une désignation aéronautique, mais on voit qu'effectivement, il y a une série aérospatiale qui existe, et de la même manière que j'ai saisi aéro, j'aurais pu mettre tube, j'aurais pu mettre pression pour appareil sous pression, j'aurais pu mettre rail, appareil roulant pour le ferroviaire, donc différents mots-clés qui peuvent être utilisés en combinaison de certaines propriétés déterminées dans la recherche avancée pour affiner la recherche. Et ce qu'on voit d'intéressant ici, c'est que la composition chimique n'est pas forcément à 100% conforme à ce que j'ai saisi au départ, parce que dans la réalité du terrain, les producteurs d'alliage ne collent pas toujours en détail à la norme, mais on a quand même pu trouver par déduction qu'il s'agissait bien de cette nuance-là, en prenant en compte les propriétés mécaniques et une description de cette manière en question. D'autres données sont disponibles donc dans les différents autres modules. Vous pourrez les explorer aussi si vous souhaitez avoir accès à un compte d'essai de Total Materia. Certains d'entre vous présents aujourd'hui sont déjà clients de Total Materia, donc je les invite à utiliser leur licence pour aller à l'exploration. Mais vous voyez, en gros, les rubriques logiques sont décrites ici. Je pense que c'est relativement simple. On me demandait par exemple la tribologie. On voit que ce matériau n'en dispose pas, mais bien sûr, beaucoup de matériaux sont renseignés dans ce domaine. Et les codes couleurs aussi ont un sens, c'est-à-dire que
vous savez que le bleu correspond à Total Metals, autrement dit propriété fondamentale des métaux, le pourpre correspond à Data Plus et le orange à Extended Range, et donc il est possible ensuite de se rendre dans l'un ou l'autre de ces modules pour faire des recherches spécifiques sur tel ou tel type d'information, comme sur la tribologie, par exemple, pour un matériau. Je reprends mon 1.4301 pour vous montrer le principe, mais ça va être très très simple à comprendre, et on a accès ici, bien sûr, à ces différentes informations. La tribologie est un domaine un petit peu complexe à mettre je dirais, en boîte dans une base de données comme la nôtre, parce que les conditions de test sont différentes, le type de propriété est aussi assez variable, et il y a des choses qui sont très détaillées, d'autres qui le sont beaucoup moins. On est encore à un stade, je dirais, de mise en place de ce type de données-là, qui pourrait faire l'objet d'une base de données à part entière, hein, mais c'est un vrai travail très important, et bien sûr qu'il y a beaucoup d'informations quelquefois à assimiler pour nous et à mettre en place, ce qui n'est pas forcément simple. Ceci dit, l'une des choses importantes à souligner aussi, c'est que tous les utilisateurs de Total Materia bénéficient de l'assistance de notre service technique. Nous sommes, nous, les intermédiaires, ma collègue Tamara et moi-même, pour la partie, je dirais, francophone, mais nous avons derrière nous des gens qui sont là pour nous épauler et répondre à vos questions, bien sûr, qui sont, je dois le dire, assez fréquentes, quand même. Mais c'est bien, on apprécie ça. Et la dernière chose que j'ai laissé donc à vous montrer, c'est tout ce que j'ai mis dans l'export. Alors, vous voyez ici donc pas mal de propriétés. On peut d'ailleurs simuler déjà quelles propriétés vont être prises en compte par tel ou tel logiciel. On voit que ça varie en fonction des logiciels, et faire la sélection de un ou plusieurs formats qui vont être utiles pour l'application souhaitée. Donc, bon, je vais en saisir 3 pour vous montrer ça rapidement. J'ai sélectionné mes formats, je fais l'export, et l'ordinateur va télécharger un zip qui va contenir ces différents fichiers. Alors, ça prend quelques instants, bien sûr. L'avantage du zip, c'est que vous pouvez, si vous n'êtes pas la personne qui fait le calcul, l'envoyer facilement aux collègues de la simulation. Je vais d'abord vous montrer le contenu de l'Excel qui prend en compte absolument toutes les données que j'ai placées à l'export. Petite note en passant, les données de compliance peuvent être également exportées vers Excel, ce qui est pratique pour créer une fiche de sécurité sur telle ou telle matière. Donc on a d'abord ici par exemple les propriétés statiques, les propriétés chimiques du matériau, et puis les propriétés dynamiques, les courbes de traction et les données de fatigue qui sont présentes là. Pour les gens qui sont sous ANSYS, donc il y aura une page, un fichier XML, donc est un fichier de programmation, voilà, qui parle, je pense, exclusivement aux gens qui font de la simulation. C'était évidemment assez complexe. Et enfin, le fameux fichier SLDMAT de SolidWorks, qui est le fichier d'input classique pour créer ou modifier une carte matériau dans SolidWorks. Voilà, j'ai terminé cette très rapide, je dois dire, démonstration dans Total Materia. Bien entendu, vous recevrez après cette séance le contenu de mon PDF, donc par email. Profitez de l'occasion pour revenir vers moi si vous avez des questions complémentaires, s'il y a des choses que vous voulez qu'on aborde ensemble, et aussi si vous voulez bénéficier d'un compte d'évaluation gratuit de Total Materia. Nous mettons toujours à la disposition des entreprises intéressées des licences d'évaluation, et pour les gens aujourd'hui qui sont des utilisateurs abonnés à Total Materia, bien sûr que le programme de formation, de réponse aux questions techniques, etc. fait complètement partie de notre travail. Donc n'hésitez pas à profiter de l'occasion pour lancer la discussion avec nous. Voilà un petit peu comment nous nous sommes développés à travers le temps. Vous voyez que c'est un processus continu de mise en place de nouveaux modules, aussi de nouvelles fonctionnalités dans la base, et un des modules mis en place aussi à la faveur des demandes faites par les utilisateurs de Total Materia est particulièrement intéressant, c'est ce module Integrator qui permet aux entreprises de créer leur base de données résidente. Typiquement pour les grandes organisations où il y a beaucoup de données internes et éparses sous différentes formes, etc., où il y a en même temps un besoin d'une forte documentation externe comme Total Materia, il est intéressant d'opter pour Integrator qui va combiner les deux et permettre, je dirais, de stocker et de faire fructifier ce retour d'expérience interne sur les matériaux. Autrement dit, vous allez pouvoir créer votre base de données petite sœur de Total Materia, mais avec vos données personnelles. Donc, de la même manière, utiliser les outils de comparaison, d'export des données, et donc ça va communiquer aussi très simplement avec tous les logiciels de calcul et simulation en interne.
Avant de terminer cette présentation, quelques points sur les références de Total Materia. Voici quelques grands comptes dans différents secteurs industriels. Vous voyez ici une grande diversité donc dans la clientèle des grands comptes de Total Materia. Et cette diversité existe aussi, bien sûr, à l'échelon de la zone francophone dont j'ai la charge avec ma collègue Tamara. On a plaisir à dire que notre clientèle va des fabricants de skateboard aux fabricants de centrales nucléaires, en passant par des acteurs majeurs de l'automobile, de l'aéronautique, des grands organismes d'ingénierie, de machinerie, des organismes publics très importants comme la SNCF par exemple, la DGA, donc l'armée, et aussi des entités plus spécialisées et très pointues comme le CERN à Genève, qui trouvent intéressant d'avoir accès à un outil généraliste mais de qualité comme Total Materia, comme base à des recherches beaucoup plus poussées qui sont effectuées en interne. Voilà, donc si vous êtes reconnu dans cette démonstration aujourd'hui, si vous avez vu un point d'accroche avec vos besoins, vous pouvez bien sûr songer à prendre un abonnement à Total Materia. Voici un détail de nos formules d'abonnement, donc qui sont modulables en fonction du profil utilisateur, en fonction des besoins, qui sont aussi modulables en termes de configuration, du monoposte jusqu'à l'abonnement corporate, avec toutes les nuances intermédiaires, et bien entendu, dans un premier temps, si vous souhaitez évaluer plus en détail la base, avoir la possibilité d'y accéder pendant quelques temps, eh bien, nous allons tout naturellement vous proposer une licence d'essai. Voici la dernière page publicitaire, je dirais, avant de terminer cette présentation, que je vous remercie une nouvelle fois d'avoir suivi aujourd'hui. Total Materia, donc c'est évidemment la base de données sur les matériaux la plus vaste au monde, la plus complète au monde aussi avec le nombre de propriétés couvertes. C'est aussi l'ensemble de données non linéaires le plus complet. Sa mise à jour est permanente, ce qui le rend aussi tout à fait unique dans le monde des bases de données existantes. Nous disposons d'un service clientèle qui est là aussi pour vous donner un coup de main en beaucoup d'occasions, et nous aimons cet échange avec nos utilisateurs qui nous aident à améliorer l'outil, son ergonomie, son contenu en permanence. Pour faciliter cette communication avec les utilisateurs, d'abord la plateforme est multilingue, donc elle est traduite en 26 langues. Ici autour de moi, il y a des gens qui parlent aussi une quinzaine de langues différentes, donc il est très simple de trouver, je dirais, une langue commune pour communiquer avec Total Materia, et c'est aussi l'ensemble de références croisées le plus vaste au monde, ce qui n'est pas la moindre affaire, hein, en l'occurrence, puisque la référence croisée, c'est quand même la recherche numéro 1 en termes de propriétés de matériaux, devant même les propriétés, je dirais, techniques des matériaux. Voilà, je vous ferai parvenir par email à tous et à toutes cette présentation. N'hésitez pas à revenir vers nous. Tamara assurera le suivi des comptes avec lesquels elle est déjà en contact, moi de même. Et pour les nouveaux venus, bien sûr, on fera aussi un contact personnalisé. Ceux d'entre vous qui ont posé des questions durant cette séance, merci encore une fois d'abord d'avoir posé des questions. Si je n'ai pas pu y répondre, je vais analyser ces questions et vous envoyer bien sûr des réponses dans la foulée. Une nouvelle fois, merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette présentation trimestrielle générale de Total Materia, et je vous dis à très bientôt en vous souhaitant une excellente fin de journée. Merci, au revoir.